un des thèmes principaux du livre. C'est de ne pas essayer de devenir quelqu'un d'autre que tu n'es pas si tu es en vente, si tu es homme d'affaires, homme ou femme d'affaires, d'essayer d'être le requin ou d'essayer d'être juste sanguinaire à tout prix et à vouloir tout tuer sur ton passage. Ils sont beaucoup à le dire, en fait. Pour être bon vendeur, ça commence par l'énergie que tu vas dégager, l'enthousiasme que tu vas mettre dans la vente. Avant la technicité, avant les techniques, comment tu fais pour closer, comment tu fais pour répondre à une objection, enfin, ça c'est secondaire en fait. Oui. C'est aussi pour ça que la technique de Robert Herjavec fonctionne, dans le sens où il essaye pas de pousser le close à la fin, de pousser la signature. C'est parce que s'il a bien amené la vente jusque-là, elle se fait toute seule en fait. Bienvenue tout le monde, aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini, mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière, en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Qui veut gagner des millions avec Qui veut être mon associé ? Une émission avec des offres business à prendre ou à laisser, où les juges doivent trouver le juste prix pour avoir des parts. Tu connais, non ? Alors je te propose de rentrer dans la cage aux requins, dans cet épisode du podcast Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an, avec Anthony Rivet, mon ami du Québec. On va te parler du livre d'un des jurés du Shark Tank. Si, tu sais bien, l'émission mère qui a engendré Qui veut être mon associé. Alors je sais, c'est moins sexy comme titre, mais c'est pas moi qui ai choisi. On va te montrer comment tu peux vendre sans écraser ton prochain. Et plus précisément, on va te parler du livre de Robert Herjavec. Pas besoin d'être un requin pour réussir dans les affaires. C'est une vision qui va à contre-pied des croyances communes, mais comme c'est un multimillionnaire qui nous le dit, 100 millions et plus, on s'est intéressé de près au savoir qu'il avait à nous transmettre. Ce que l'on te propose, c'est un cours de vente accéléré, tout à fait approprié pour les réfractaires à la vente. Alors, dans cet épisode, tu vas découvrir le produit que tu dois choisir pour vendre facilement. Si tu es un bon vendeur dans l'âme, et pour ça on te présente les 4 traits principaux que tu dois avoir. Comment utiliser la loi de Pareto pour gagner plus et plus vite. Comment te préparer à l'émission pour maximiser tes chances, si jamais tu veux y aller. Comment utiliser ton ego à ton avantage pour réaliser tes ambitions. Comment vendre un stylo à n'importe qui, avec une leçon du loup de Wall Street. Mais aussi des histoires croustillantes des coulisses du Shark Tank, avec, par exemple, une grosse affaire qui leur est passée sous le nez. On peut pas être bon partout, ni tout le temps. Et entre nous, tu trouves pas que La cage aux requins et L'antre du dragon, la version canadienne, c'est quand même plus classe niveau titre que Qui va être mon associé ? Ce qui est assez plat niveau imagination. Et tout de suite, on reçoit Anthony. Bonjour Anthony, merci d'être revenu pour une nouvelle séance sur un nouveau livre pour le podcast Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Salut Sébastien, merci de m'inviter encore une fois. Toujours un honneur de partager mes connaissances avec toi et si on peut éduquer les gens, leur enseigner au moins une chose aujourd'hui, eh bien, ça va être mission réussie. Très bon, très bon planning. Je te remercie d'être là. Alors, le bouquin du jour, c'est Pas besoin d'être un requin pour réussir. Est-ce que tu peux nous le présenter, enfin, pourquoi tu l'as choisi ? C'est toi, on a décidé de choisir un livre une fois sur deux, et donc cette fois-ci, c'est toi qui l'as choisi. Tu me diras si moi j'ai une petite idée pourquoi tu as choisi l'auteur, mais j'en suis pas sûr. Mais je vais peut-être le découvrir. Honnêtement, Sébastien, je vais être bien honnête avec toi. J'ai une librairie sur Apple Books, mes livres Apple, iBooks. Et j'avais déjà commencé ce livre il y a quelques années et je l'avais jamais terminé. Et je me suis dit, voici une bonne opportunité pour moi de replonger, de voir si ça vaut la peine de le continuer. Et oui, je suis un fan de Shark Tank, de l'émission, évidemment. Ça fait plusieurs années que j'ai pas regardé la série, mais il y a eu un certain temps que j'aimais regarder des épisodes pour m'inspirer, pour écouter les histoires des gens, des entrepreneurs, et aussi pour apprendre, parce que bien que le show Shark Tank soit largement montage comme alors, je t'arrête. Attends, je t'arrête parce que je vais le dire avec mon accent. Je suis pas sûr que tout le monde comprenne. Avec mon accent français, on va bien comprendre. Donc c'est Shark Tank.
Et l'équivalent en français, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, puisque c'est le titre en anglais, c'est parce qu'on l'a aussi en français. Attends, j'ai comme un trou de mémoire. Parce que je regarde pas l'émission, parce que j'ai pas la télé. Alors c'est Qui veut être mon associé? Donc j'en ai déjà vu des extraits. Ah oui? L'équivalent en Oh, français, ouais, le titre est pas très sexy en français, non. c'est plat. Qui veut être mon associé? Donc voilà, c'est Au l'équivalent. Canada, Donc je te on laisse avait continuer. aussi, au Canada, c'était en fait basé sur Dragon's Den, qui est l'antre du dragon. Donc, c'est une traduction Oui. plus agréable à entendre, l'antre du dragon. Mais le concept est le même. Alors, des investisseurs qui sont présents, les entrepreneurs qui ont la chance de gagner de l'investissement de ces investisseurs. Et évidemment, il peut y avoir beaucoup de drames, il peut y avoir des situations, des gens qui ne savent pas répondre aux questions. Alors, l'auteur, Robert Herjavec, désolé, monsieur Herjavec, si je bousille votre nom. Alors, il est un multimillionnaire, évidemment, centaines de millions de dollars dans la cybersécurité. Et il écrit un livre. Alors 200 millions a priori. Enfin, 200 j'ai millions. cherché vite fait. 200 millions. Ouais. Très bien. Donc, on a de Personnel, 200 millions de fortune dollars. personnelle. Hein. C'est pas la valeur de ces boîtes. Hein. Oui, oui, oui. Donc, et je dirais que dans les requins de l'émission qui sont présents, il est lui avec la personnalité peut-être le plus gentil ou le plus poli. Et c'est pour ça, je pense qu'il a écrit un livre qui s'appelle Pas besoin d'être un requin pour avoir du succès, parce qu'il est en fait resté authentique à lui-même. Et je pense qu'on peut commencer le sujet avec ça. Un des thèmes principaux du livre, c'est de ne pas essayer de devenir quelqu'un d'autre que tu n'es pas si tu es en vente, si tu es homme d'affaires, homme ou femme d'affaires, d'essayer d'être le requin ou d'essayer d'être juste sanguinaire à tout prix et à vouloir tout tuer sur ton passage. Ça fonctionne seulement pour un certain petit pourcentage de gens. Et encore là, est-ce qu'à long terme, ils vont être les meilleurs? Ça reste à voir. C'est ça. Ouais. C'est un des thèmes du livre. Alors le livre, il tourne autour de... alors il nous raconte l'histoire du Shark Tank, justement, de l'émission. Qu'est-ce qui se passe dedans? Il nous raconte un peu les coulisses. Il nous raconte aussi comment il était amené à danser avec les stars. Donc c'est le nom le français de l'émission. C'est la traduction littérale en anglais pour celui-ci. Mais il y a beaucoup de... Ça tourne autour de la vente, en fait. Il nous explique que la vente, ça sert dans la vie à tous les niveaux. Ça ne sert pas que dans le côté commercial. Il explique très clairement que la vente, on l'utilise tous les jours. Moi, je l'utilise par exemple pour vous faire venir regarder ce podcast. Vous l'utilisez avec votre patron quand vous voulez une augmentation, ou avec votre petit ami si vous voulez aller dans un restaurant plutôt qu'un autre, avec vos enfants quand ils ne veulent pas manger des légumes plutôt que des bonbons. En fait, le terme vente, on pourrait le comprendre par convaincre peut-être, même si convaincre c'est peut-être un peu fort, puisque le but, comme il le dit dans le livre, c'est que ça vienne de la personne en face. Que la personne en face n'ait pas l'impression qu'on lui ait vendu quelque chose, qu'elle n'ait pas l'impression d'avoir été convaincue non plus. Donc c'est toute la subtilité de la vente, en fait, d'être un bon vendeur, comme il dit, c'est de faire croire à l'autre, entre guillemets, que c'est pas de la manipulation, mais que l'autre pense que tout vient de lui, en fait. Et c'est effectivement un art qui prend du temps à maîtriser, je pense. Je ne peux pas me considérer comme un maître de ça jusqu'à présent. Je suis en début de carrière pour mon entreprise et toi aussi, on est en start-up. Et je pense que les grands vendeurs qui peuvent faire ça, c'est un petit pourcentage, mais quand même que tu t'améliores de 10, 20%, 30% avec cette stratégie, de ne pas être comment on pourrait dire, pushy, de ne pas être trop agressif vers la vente. Et ça, c'était un point qui m'avait marqué, Sébastien, dans un des chapitres, lorsqu'il parlait d'une des erreurs que peuvent faire certains et qui peut être en fait en contraste avec ce que Grant Cardone dit, d'aller pour le close, d'aller pour la... Est-ce que vous dites le close en France aussi? Le close de la vente? Comme la ferme... Je pense aller pour le que contrat? les personnes qui sont dans la vente le comprendront. Oui, Oui. oui. Oui, oui. Alors, d'aller pour le close trop rapidement, une Ou la distinction qui peut signature, on avoir à dirait. faire, la signature. Tu peux littéralement affecter ou détruire une relation si tu vas pour la fermeture, la signature du contrat trop rapidement avec une phrase cliché qui sonne très vendeur et très déjà vu, très, oui, pré-réchauffé. Alors,
parfois ça vaut la peine de laisser le terrain propre, neutre. Ok, j'ai pas vendu aujourd'hui, d'accord? Comment je peux faire mon suivi? Et il parle dans le livre quelquefois qu'il y a eu des exemples où il avait peut-être raté sa première opportunité et finalement à la deuxième chance, parce qu'il avait gardé une bonne relation avec son client, son client potentiel, eh bien, il avait conclu la vente un peu plus tard. Donc ça pour moi, c'est peut-être une chose qui est plus authentique. J'ai jamais ressenti que j'étais la personne qui était capable d'être aussi agressif que Grant Cardone, par exemple, et peut-être que c'est une limiting belief, une pensée limitante, mais personnellement, je suis plus du genre à être comme Robert que Grant pour ça. Est-ce que tu es pareil? Ça m'a un peu, effectivement, ça m'a surpris ce passage-là, parce que ça Oui, sort de ce qu'on entend absolument. par ailleurs. Mais pour revenir sur Grant Cardone, en fait, plus je le découvre, lui, moi je le trouve, j'aurais pensé au début quand on le voit de loin, les premières fois qu'on le voit, on a l'impression qu'il est un peu bourrin, un peu rentre dedans. Et c'est effectivement le cas de. J'ai eu affaire déjà à ces commerciaux, et effectivement, ça peut être le cas. Alors que lui, plus je l'écoute, en fait, et plus je le trouve subtil. Mm. Parce que des fois, quand il te dit fais telle chose, il est très, très directif, très sûr de lui. Mais quand tu le regardes dans la pratique, il met de l'eau dans son vin, comme on dit. Oui. Donc, il va pas faire des choses qui nous sembleraient stupides. Il va pas suivre forcément à la lettre tout ce qu'il va dire. Si ça se prête pas, si ça fait tomber la vente à l'eau, justement. Mhm. Oui, bon point. Mais Alors, de toute façon, effectivement, ce que dit Robert de ce niveau-là, ça me faisait dire aussi que je vois beaucoup sur LinkedIn. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le freelancing. Et c'est des gens qui sont pas habitués à la vente et qui n'osent pas closer. Et je me disais que c'est bien dans la tendance en fait actuelle, où il y a beaucoup de gens qui arrivent dans la vente, qui connaissent rien et qui sont pas assurés en fait, qui n'ont pas confiance. Et du coup, ce genre de tactique, peut-être que ça peut les rassurer. Mais encore une fois, si tu ne demandes jamais le close, si tu ne demandes jamais à signer, tu peux rater des aussi. absolument. Donc il y a du pour et du Absolument. contre de ce côté-là. Il y a du pour et du contre. Ça peut être une stratégie de transition, mais je pense aussi que n'importe qui voudrait apprendre de Grant ou de Robert ou d'autres grands entrepreneurs pourrait être caméléon et s'adapter à une technique. Et tu sais quoi, je pense que tout fonctionne dans plusieurs cas. Un autre exemple que je te donne pour ça. Grant dit, il faut dire le prix de ton produit au début de la présentation. Et moi, j'avais Voilà. étudié un C'est un autre cours des de seuls à dire ça. business Mais... qui disait lorsque tu as fait toute ta démo, surtout que je suis coach, donc pour moi, c'est une séance de coaching gratuite que j'offre avant de dire le prix. Et hier, j'ai un nouveau client. Et au début, j'étais, est-ce que je devrais dire le prix au début? Mais Sébastien, il n'y avait pas de timing où mentionner ou Oui. montrer ma charte de prix faisait du sens. Aucun moment où j'étais, maintenant? Non, non, il parle encore. Maintenant? Non, non. Alors, c'est arrivé à la fin naturellement. Et j'ai closé quand même. Mais la valeur était déjà démontrée avant. Donc, je ne sais pas si ça dépend peut-être des industries. Donc, si moi, c'est un service de coaching, j'ai offert une mini-séance gratuite qui a donné la valeur pour justifier le prix des prochaines séances. Mais peut-être qu'une personne qui parle d'énergie solaire ou de sécurité à la maison, autre chose, autre technologie, préférerait parler du prix en premier. Selon Grant Cardone, c'est préfère de le faire comme ça, mais je connais des gens qui ont du succès avec les deux techniques. En ce qui me concerne, les prix sont affichés sur mon site. Alors les gens Oui. vont pas le lire, mais ça c'est un autre problème. Déjà ils lisent pas les contrats, donc bon. Mais du coup oui, en ce qui me concerne, moi, en fait, je crée de la valeur d'abord. Donc c'est marqué sur le site, mais ils vont pas le lire, donc je le donne avant. Mais en fait, si je l'avais pas donné, je crée de la valeur d'abord. Je fais dire à mes clients combien ils peuvent gagner, donc je crée vraiment la valeur. Et après, je donne mon prix qui paraît ridicule à côté de ce que ça leur apporte en fait. Oui. Mais moi, je leur fais chiffrer. Toi, tu peux pas forcément le faire, en fait. Non, C'est non. chacun. Le coaching, c'est très intangible. Alors, on y va plus avec, OK, qu'est-ce que c'est d'avoir ta vie de rêve dans les différentes sphères que tu aimerais travailler? Combien ça vaut pour toi? Je pose pas la question. Je veux dire, j'ose croire que les gens voient déjà la valeur avec les choses qu'on discute avant ça. Mais il y a des gens qui vont vouloir avoir des choses plus tangibles.
Donc, oui, mais là, je ne vais pas m'égarer. On parle beaucoup de mon coaching, c'est pas ça le but d'aujourd'hui. Une chose que je pourrais dire par rapport à un des chapitres, les 4 traits d'un bon vendeur selon Robert. Le premier point était, ils ont confiance dans ce qu'ils font. They enjoy. Ils bénéficient, non, pas bénéficient, ils bénéficient de la compagnie des autres. They enjoy the company of people. Je suis Ils Canadien. sont, ils sont profitent. contents, Ils sont contents, ils profitent. En fait, c'est dans l'autre sens qu'il faut le prendre. La compagnie des gens leur plaît. Exactement. La compagnie des gens leur plaît. Avoir un désir, avoir une soif pour l'apprentissage et la curiosité à propos des gens, à propos des facts and people, des faits et des gens. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'une personne qui, et là je connecte avec le numéro 3, spend more time listening than talking, passer plus de temps à écouter qu'à parler. La personne qui est capable de faire ça, et cette fameuse phrase qui, on a 2 oreilles et une bouche, alors on devrait plus écouter que parler, une personne qui applique ce principe dans la conversation, dans le pitch de vente ou dans le moment où le meeting de vente, a beaucoup plus de chances de réussir que de seulement parler des caractéristiques, des bénéfices de son produit pendant 15 minutes, 30 minutes, sans avoir pris le temps de poser des questions plus difficiles ou plus pointilleuses sur qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne, quels sont ses points de douleur, ses points de besoin. Et voilà, je pense que c'est très important de faire ça. Et dernier point, la chose la plus difficile et la plus importante que tu auras à faire, c'est d'être vendu sur toi-même. Et Grant parle de ça aussi, be sold on yourself. D'être vendu sur soi-même, d'avoir une bonne estime de soi, de savoir pourquoi je suis le meilleur, pourquoi ma compagnie et mon service ou le produit est le meilleur, et pas d'une façon arrogante, d'une façon qui va être dérangeante, mais d'une façon authentiquement, je peux écrire une liste de pourquoi faire affaire avec moi est la meilleure chose pour eux. Donc, voilà. Exactement. Et une des premières raisons, ça doit être parce que vous m'avez avec. Vous quoi? Vous m'avez dans le package avec le produit, avec le service, c'est moi que vous avez. C'est une des meilleures raisons qu'il peut y avoir. Oui, tout à fait. Mais exactement. Si tu n'es pas vendu toi-même sur ton propre produit, si tu n'as pas réussi à te le vendre à toi-même, si tu ne penses pas que tu es le meilleur, évidemment, tu vas manquer de motivation, tu vas manquer de pêche pour le vendre. Si tu crois que tu ne vas pas changer la vie de la personne derrière, que tu es dans la moyenne, que tu vas lui donner des résultats moyens, ça va se voir que tu n'es pas motivé. Du coup, tu auras plus de mal à vendre. Les cycles de vente vont être plus longs. Tu vas vendre moins cher. Tu auras plus de négociations. C'est vraiment pas une voie qu'il faut emprunter dans la vente. Il faut d'abord se convaincre pourquoi on a le meilleur produit. Et comme tu disais, il faut faire une liste. Si on n'est pas convaincu soi-même qu'on est le meilleur dans ce qu'on fait, faut lister et on va trouver pourquoi on est le meilleur. Oui. Et est-ce que tu ça me fait suggérerais penser de faire ça est-ce que tu suggères de faire ça régulièrement, donc par exemple à chaque semaine ou à chaque jour même, de revoir cette liste et de te rappeler avant une présentation de vente peut-être, de te rappeler ces points-là? La relire, la faire, je pense que de temps en temps, enfin, la première fois, une fois ça suffit, après tu reviens dessus peut-être 6 mois après, ça peut changer ce que tu fais et comment t'es psychologiquement. Mais je dirais même, faut la lire tous les jours en fait. Enfin, à chaque fois que tu vas faire des calls, tu vas appeler tes clients, si tu fais du cold call, lis-la tous les matins en fait, une fois. Oui. Très bien. Ce qui fait vendre. Il le dit dans son bouquin, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ils sont beaucoup à le dire en fait. Ce qui fait vendre en fait, quand pour être bon vendeur, ça commence par l'énergie que tu vas dégager, l'enthousiasme que tu vas mettre dans la vente. Avant la technicité, avant les techniques, comment tu fais pour closer, comment tu fais pour répondre à une objection, enfin, ça c'est secondaire en fait. Oui. C'est aussi pour ça que la technique de Robert Herjavec fonctionne dans le sens où il n'essaye pas de pousser le close à la fin, de pousser la signature. C'est parce que s'il a bien amené la vente jusque-là, elle se fait toute seule en fait. Mm-hmm. Il aura vendu, non pas avec la technique, mais avec l'énergie. Sébastien, est-ce que tu te rappelles lorsqu'il parlait de son travail dans l'agence de
recouvrement. Donc, les gens qui avaient des dettes, ils devaient Oui. appeler au téléphone. Et ça, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué parce que, bon, Son premier tout le monde peut métier, être, oui. oui, tout le monde peut être d'accord que soit la vente porte-à-porte ou la vente, le télémarketing, la vente au téléphone sont dans les choses les plus difficiles à faire au niveau professionnel. Moi, j'ai fait du Parce porte-à-porte qu'on personnellement. Oui, se fait claquer la porte, on se fait raccrocher au nez. Enfin, c'est jamais agréable. le rejet est très difficile pour les êtres humains en général. On prend les choses très personnelles. Et je m'inclus encore dans ça, je prends encore les choses personnellement. Et Robert, lorsqu'il a commencé à travailler pour cette compagnie de recouvrement, sa stratégie était très différente. Et je pense que c'est intéressant, on peut peut-être l'appliquer dans d'autres sphères de vie. Donc, premièrement, de se rappeler du principe de Pareto. Donc, les gens qui ne savent pas c'est quoi Pareto, c'est le 80-20. Donc, M. Pareto, c'était un scientifique. J'ai oublié c'était quoi son métier en tant que tel, mais il avait découvert que dans un champ, en fait, 20% des plants de légumes ou de tomates, j'ai oublié le fruit ou le légume, Je produisaient crois que c'était 80% des... Ah, les pois, les les petits pois. pois, je crois que c'était. Les petits pois, merci, exactement. 20% des plants produisaient 80% des pois. Alors, lorsque vous êtes dans un travail de vente ou entrepreneur, disons que vous êtes solopreneur maintenant, mais vous avez 20 clients. Vos top 4 clients devraient approximativement vous rapporter 80% de vos revenus. Évidemment, il peut y avoir des plus et des moins, ça peut être comme 10-90, 85-15, 25-75, mais environ. Et je vous invite à aller le faire aujourd'hui à la maison, les gens qui écoutent. Allez voir qui sont vos top clients et combien ils vous rapportent par mois. Ces clients, comment est-ce que je peux aller les aider encore davantage avec mes services? Comment je peux être plus à l'écoute? Comment je peux trouver d'autres solutions pour donner le kilomètre de plus, pour donner l'effort extra qui va faire en sorte qu'ils vont être encore plus loyaux envers ma compagnie. Et les clients qui sont dans le bas de la liste, ça ne veut pas dire de les ignorer, mais je pense qu'il y a un petit pourcentage de gens, de clients qui sont peut-être, OK, si j'avais le choix, je ne travaillerais pas avec eux. Disons que j'avais déjà des millions de dollars, je les éliminerais. Possible. Mais les gens dans le Mais, milieu, on continue à les servir de toute façon. Seulement peut-être moins, alors, comment je peux dire? Oui, vas-y. oui, j'ajouterais que, en fait, regarde ta liste, les 20% qui sont en bas, il y en a qui vont te prendre 80% de ton temps, en fait. Et s'ils se trouvent dans cette liste-là, dans les 20%, on peut les dégager. L'avenir du podcast, la qualité des invités et la fréquence de diffusion dépendent de toi. Alors, abonne-toi. Regarde ta liste, les 20% qui sont en bas, il y en a qui vont te prendre 80% de ton temps, en fait. Et s'ils se trouvent dans cette liste-là, dans les 20%, on peut les dégager. S'ils se trouvent dans les 80%, c'est un autre problème. Mais il n'y a pas de regret à avoir si ils ne nous rapportent pas grand-chose et qu'ils nous prennent beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est des surprises des fois qu'ont les chefs d'entreprise. Quand tu regardes ça en détail avec eux, c'est ce que tu vas découvrir. Il y a des gens comme ça qui leur prennent tout leur temps, qui leur rapportent rien. Et des fois, c'est des clients historiques, en fait. Ils ont eu au début, quand ils se sont lancés, parce qu'ils prenaient un peu tout le monde, et ils ont gardé. Et comme ça que ça se fait, des fois. Exactement. Donc, alors pour revenir à l'histoire avec Robert, il était dans le centre d'appel, il faisait les appels de recouvrement de dettes, et il s'est rendu compte que même s'il pouvait parler aux gens et recouvrir ou collecter seulement une partie des dettes que les gens devaient, c'était déjà supérieur que ce que la majorité des autres vendeurs faisaient dans la compagnie. De juste trouver une façon de négocier avec les gens au téléphone, peu importe leurs histoires bidons, leurs excuses, d'écouter vraiment qu'est-ce qu'ils avaient à dire. Et certains disaient des conneries totales, oui. Mais c'est ce qu'il disait. Il n'a jamais rencontré autant de gens qui avaient des crises cardiaques, soi-disant, qui les avaient empêchés de payer. Exactement. Mais il a réussi à avoir le plus de succès dans cette compagnie parce que il s'est dit, je vais trouver une façon de collecter un pourcentage de gens et que les gens ne se sentent pas attaqués ou forcés ou que l'autorité était « Ah, vous me devez 2000 dollars, payez-moi d'ici 2 semaines, sinon blablabla ». Il était très smooth, très, très doux dans son approche, très à l'écoute, mais il savait utiliser les bons mots au bon moment pour recueillir cet argent. J'ai trouvé ça vraiment fantastique. Donc, je pense que si les gens veulent lire le livre,
c'est un passage qui est fascinant Ouais, pour... ouais. peut-être aussi qu'il manque de courage de faire ce type de travail. C'est définitivement en dehors de la zone de confort. Bah, justement, il a expliqué sa première journée. Il n'est pas venu tout de suite à faire ce que tu racontes. C'est parce qu'après, on va se dire, il a du talent, il est doué pour ça, donc moi, je peux pas le faire. Non, la première journée, il est comme tout le monde. Il arrive, il téléphone et une fois sur deux, il finit par crier sur la personne en face. Et l'autre fois sur deux, c'est l'autre en face qui lui crie dessus. Et c'est là où après, il a commencé à réfléchir, à prendre du recul. Il s'est dit, c'est pas possible. En fait, mon métier, c'est pas de faire du recouvrement, mais c'est vraiment de vendre. Et pour vendre, et ben justement, c'est la première des choses qu'il faut faire, ce qu'il raconte dans le livre, c'est de créer une relation avec l'autre personne en face. Évidemment, quand tu téléphones, tu dis tu me dois $2000, si tu payes pas, je t'envoie les huissiers et après c'est les flics. Forcément, ça part sur un mauvais pied. Tu crées aucune relation. Tu fermes tu fermes la connexion et tout est très froid instantanément. Et je pense pas qu'il y ait un échange sur la Terre actuellement, un échange honnête, équitable, de commerce normal qui est fait dans une idée de je vais prendre par force ce qui est mien, ce qui est tien. C'est pas des criminels, oui. Alors, on n'est pas dans des histoires de gangsters. Alors oui, de créer cette connexion. Et je pense qu'il y a une limite aussi entre créer trop de confort avec le client, créer trop de, comment on dit, le greeting ou créer le moment que les gens vont être confortables, de ne pas s'éterniser dans ça non plus, oui. On doit trouver un juste milieu entre, OK, t'es là pour je connais vendre à les la gens, fin. tu es là pour vendre, tu connais les questions, tu sais quoi poser comme question, tu sais comment créer ce premier contact, mais de ne pas s'éterniser pour finalement, on pourra aller prendre un thé vendredi prochain, oui, peu importe. Oui. Et pas se faire avoir, ça me rappelle l'histoire avec sa mère, justement. Alors, pour bien situer l'histoire, c'est un enfant d'immigrés. Ses parents, lui-même, est né en Croatie, qui faisait partie de la Yougoslavie à l'époque, sous le règne de Tito, le dictateur. Et je vais raconter un peu comment ils ont fui en fait le pays. C'est son père, il rentrait du boulot, c'est quelqu'un qui travaillait à l'usine, et régulièrement le soir, il allait au bar. Boire un petit coup pour se détendre, ça fait du bien, et rencontrer des gens, discuter librement, entre guillemets, dans un pays où tu n'as pas le droit de parler. Mais le problème, c'est qu'en buvant un petit coup, il avait tendance à avoir la langue bien pendue, et il racontait des choses, il racontait un peu trop sa pensée, le fond de sa pensée, justement, sur Tito. Et les murs ont des oreilles, qu'on dit là-bas, ça plaisait pas, et c'était remonté à la police du coin, et il finissait au trou. Et il a fini une première fois au trou, il le relâche, tout va bien, il retourne au bar, il est sous, il raconte la même chose, il finit au trou une deuxième fois, et comme ça, 22 fois. 22 fois, il l'emmène au trou, 22 fois, il le relâche. Et la 22e fois, ils lui disent, la prochaine fois que tu viens, tu ressors pas. Et là, il savait ce que ça voulait dire, il savait qu'il allait être emmené sur une île dont j'ai oublié le nom parce que ça n'a pas une sonorité française, plutôt croate. Il allait être emmené sur une île, je crois qu'elle est toute petite, l'île, un peu comme Guantanamo, si on veut. Et du coup, personne n'en ressort de là-bas. On n'entend plus parler des gens qui vont là-bas. Donc, on sait qu'ils sont morts, enfin, qu'importe. Mais du coup, il s'est dit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir tenir ma langue. Faut qu'on parte. J'ai besoin de liberté d'expression. On s'en va de l'autre côté. Donc, ils ont essayé d'aller aux États-Unis, ils n'ont pas pu, parce qu'ils n'ont pas eu leur visa. Et du coup, ils se sont retrouvés au Canada. Et d'ailleurs, c'était comme je te disais au début, je me demandais pourquoi tu avais choisi ce livre-là, si des fois c'est pas parce qu'il était d'origine canadienne, en fait. Non. L'auteur. Ça aurait pu être ça, donc, mais c'était pas. Non, la raison. Donc c'est le hasard, en fait. Oui, si on croit au hasard, mais c'est dans la liste de livres. Je pense qu'ils ont fait du bon marketing pour le titre du livre et la page, donc une bonne photo de lui, de profil. C'est un titre accrocheur et il a attiré mon attention, ce qui veut dire qu'ils ont réussi. Oui, exactement. Ils ont et du coup, je prolonge un peu l'histoire, en fait, et ça va nous ramener au point que tu disais avant.
Donc c'est des immigrés, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc son père se tue à la tâche à l'usine au Canada. Et un soir, Robert, quand il est petit, il rentre chez lui, il entend son père qui était déjà rentré, qui crie après sa mère. Il entend sa mère qui est en pleurs. Et du coup, il rentre à l'intérieur, il se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, le père lui apprend que sa mère a dépensé des fortunes, plus de 1 000 $, je crois. Donc, je ne sais pas quel serait l'équivalent aujourd'hui, mais seulement plus de 10 000 €, je ne sais pas. Dans un aspirateur, dernier cri. Donc, il y avait un vendeur qui faisait du porte-à-porte, qui était venu, qui lui avait vendu un aspirateur dont elle n'avait pas besoin, puisque en fait, il vivait dans un tout petit appartement. Donc, un petit coup de balai, et c'était fait. Mais il avait été convaincant, en fait, cette personne-là. Et à l'époque, il n'y avait pas un droit de rétractation quand, justement, quelqu'un fait du porte-à-porte. En France, ça doit être quelque chose comme 7 jours pour se rétracter. Il en parle dans le bouquin aussi que ça n'existait pas à l'époque au Canada. Donc, vous avez l'équivalent de la même loi, en tout cas. La protection du consommateur, oui. On a Ouais, c'est ça. c'est un département Et du coup, il se gouvernemental. retrouvait avec une dette à payer sur plusieurs années, en fait. C'était vraiment une histoire terrible qui s'était passée. Il raconte que c'est un moment transformateur dans sa vie qui l'a amené à la vente, justement, après. Parce qu'il avait un sentiment mitigé avec cette personne-là, avec ce vendeur, justement. D'un côté, il était dégoûté de ce qu'il avait fait, parce qu'il avait forcé sa mère à acheter un produit dont elle n'avait pas besoin. Mais d'un autre côté, il était un peu... il trouvait ça génial comment une personne qui vient frapper à ta porte, qui ne te connaît pas, arrive à te convaincre de le laisser rentrer, qui ensuite arrive à te convaincre d'acheter un produit dont tu n'as pas besoin. Et il trouvait ça génial, en fait. Et c'est ça qui l'a amené vers la vente plus tard. Oui, la fascination. Honnêtement, Sébastien, je pense souvent au métier de vendeur et je me dis, c'est vraiment d'être un vendeur c'est une chose extraordinaire de pouvoir être un bon vendeur et un vendeur honnête et authentique. Et pourquoi je m'y intéresse davantage maintenant qu'à l'époque, c'est que je vois qu'une personne qui peut vendre peut avoir du succès dans toutes les sphères de vie. On a parlé de ça au début de l'épisode, mais je réitère le point, parce qu'une Oui. personne qui peut écouter les gens et résoudre leurs problèmes ou trouver des solutions honnêtes, organiques au moment précis, pas seulement des choses faites en canne, déjà pré-mâchées, autant au niveau de la relation, donc le mariage, une relation amoureuse même à court terme, la famille, les amis, les partenaires de travail. La vente est partout. Regarde dans ton salon, regarde dans ta chambre à coucher, tout ce qui est autour de toi, quelqu'un a vendu quelque chose, t'a vendu et tu as pensé que l'objet que tu as acheté ou le service que tu as reçu valait plus que l'argent que tu as dépensé. En général, il y a des exceptions. Des fois, oui. Et tu as cru que ça venait de toi, le choix, aussi, de l'acheter. Exactement. Je vais au magasin, j'ai trouvé, disons, OK, j'ai cette bouteille ici. En fait, ça, c'était un bonus du bootcamp, mais OK, la lampe que j'utilise pour le podcast ici. C'est une lampe à la maison que j'ai reconvertie pour avoir juste l'ampoule qui fait plus de lumière qu'avec l'abat-jour. Mais quand même, j'ai choisi cette lampe dans un magasin. Une fois, j'ai donné l'argent pour ça. Maintenant, je l'utilise. J'ai pas l'impression que les gens m'ont forcé d'acheter ça. Ou que, j'ai été manipulé. Même chose pour mon MacBook, pour mes écouteurs ou pour mon micro. Wow, j'ai le pouvoir d'acheter ça. Alors, je pense que tous les bons vendeurs peuvent créer ce feeling, cette émotion chez les clients. Mais il en parlait, là, c'est un point que tu abordes. Quand on achète, soit on répond à un besoin, soit on répond à une envie ou un désir. Needs and wants. Il en parle dans le bouquin. Il citait des exemples. Par exemple, quelqu'un qui doit avoir une voiture absolument pour aller bosser, pour gagner de quoi manger, payer son loyer. Il va certainement passer plus de temps à regarder tous les détails de combien ça consomme, combien ça va lui coûter en entretien entre une voiture et une autre, savoir si elle est fiable ou pas, quelle est sa réputation, plutôt qu'une autre personne qui va vouloir acheter une Ferrari ou une grosse voiture dans ce genre-là, juste pour se faire plaisir. Mm-hmm. Et on comprend bien que si c'est juste pour se déplacer, t'as pas besoin de la Ferrari. T'as juste besoin d'un véhicule motorisé si c'est assez loin. Même au Qui contraire, la expliquait bien Ferrari cette peut être différence. très peu pratique. Et il le parle, si tu te rappelles à la fin du livre, il parle de la Ferrari qui coûtait 1,5 million
Et quand Oui. peut-être qu'on pourrait y revenir plus tard, mais quand il comparait sa vie avec les gens qui étaient sans abri ou sans domicile fixe, et il trouvait que sa Ferrari à 1,5 million était très peu pratique et en fait très futile quand tu compares des gens qui n'ont pas de logement, qui sont très contents avec une paire de chaussettes. Oui, une nouvelle paire de chaussettes comme Oui, c'est ça. sec. Sèche, sec. Ouais. Sèche, sèche. Oui, sèche, sèche. Au Québec, on dit une Comme paire de bas. l'archiduchesse. Oui, l'archiduchesse. Oh, pas cette phrase. Oui. Euh, Sébastien, si tu veux, je regarde mes notes actuellement et une chose que j'aimerais toucher ici, Ouais. comment savoir, il dit, comment est-ce qu'on peut savoir dans quoi on est bon? Parce que c'est pas tout le monde qui, naturellement, va savoir dans quel domaine s'en aller ou dans quelle direction se diriger. Et ce que j'ai aimé ici, c'est Mm. quand il disait, si tu étais si tu n'étais pas payé pour le faire, est-ce que tu continuerais de le faire? Et moi, j'ai eu ce moment de clarté lorsque j'ai commencé mon podcast aussi comme toi. Et j'ai commencé à enregistrer les épisodes. Et je me suis dit, man, si j'étais multimillionnaire déjà, je continuerais de faire ce podcast chaque semaine pendant des années. Si j'étais milliardaire, je ferais encore des interviews parce que pour moi, ça me fait grandir en tant qu'être humain. Je sais que les gens sont contents d'être sur un épisode, dans un épisode, et ça me prouve que, OK, ça c'est une chose que j'aime faire pour moi. Est-ce qu'une façon de l'amener à l'avant vers un commerce, vers une entreprise? Peut-être que pas toutes les passions sont possibles de faire ça. Et il parle aussi dans ce livre que tu peux avoir une passion, disons, pour le football, mais qui est rendu à 25-30 ans. Est-ce que c'est réaliste de penser que tu vas devenir un pro, même si tu t'entraînes avec les meilleurs coachs et la meilleure nutrition? Il avait expérimenté lui-même, Robert, et il avait échoué à se rendre plus loin que semi-pro, je pense. Donc, Oui, oui, c'était c'est ça. bien les buts 10x, c'est bon les buts énormes, mais il parle aussi d'être réaliste sur l'âge que nous avons, sur les ressources que nous avons. Et je suis d'accord avec ça. Je pense que pour ne pas entrer dans la fantaisie ou l'illusion, Des... oui, non, oh, Ouais. désillusion, oui. Et pas avoir de désillusion derrière, oui. Mm. Exactement. Être déçu Mais- ensuite parce que tu perds ta motivation initiale si tu fais quelque ou chose et que dans, tu espères être le meilleur. ou dans le déni même. C'est-à-dire, t'abandonnes Mhm. pas parce que tu dis non, je suis parti là-dessus et j'y reste. Enfin, Oui. Et alors que là, t'as tu aucune as chance. 40, 45 et tu es encore dans les Mais, ligues mais du mineures. coup, mais du coup, je comprenais pas au début quand j'ai lu le livre pourquoi il disait ça. Pourquoi il racontait ça? Parce que pour moi, ça me semblait presque de l'évidence ce qu'il racontait. Et du coup, je comprenais pas qu'est-ce que ça faisait dans un bouquin. Parce que généralement, on raconte pas ce qui est évident dans un livre, ça n'a pas d'intérêt. Et j'ai fini par me dire, en fait, attends, ce gars-là, il passe dans le Shark Tank et il voit plein de gens qui passent devant lui, justement, qui veulent devenir peut-être milliardaires en vendant des trucs qui fonctionnent pas, qui se vendent pas, et qui veulent pas en bouger. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il met ça dans son Bon bouquin point. et qu'il insiste dessus. Parce que Mhm. autant pour moi, ça me dépasse effectivement, enfin, de me dire, évidemment, on va pas aller faire quelque chose dont on sait qu'on n'a aucune chance de réussir. Parce qu'il nous manque, je sais pas, si tu veux être le meilleur coureur de sprint de 100 mètres, si t'as pas de jambes, tu pourras jouer dans une autre catégorie, mais tu pourras pas jouer dans la catégorie normale, tu n'auras aucune chance de gagner. Oui. Et là, il nous raconte en fait qu'il y en a, malgré ça, ils vont se dire, si, j'y vais quand même. Et je me dis qu'il en voit beaucoup passer dans l'émission, justement. Exactement, oui. Ces gens ils sont fanatiques sur leur idée initiale et malgré que, disons, 3 ou 4 des requins de l'émission lui disent ou leur disent non, c'est pas une idée qui va fonctionner. Évidemment, il peut y avoir des situations où ils vont réussir. Mais est-ce que c'est intéressant et peut-être pertinent d'écouter de la vie de multimillionnaires par rapport à une idée, par rapport à leur expérience sur comment développer l'entreprise, la rendre à une échelle nationale ou internationale? Sinon, on est vraiment très, très têtu. Ah oui, je vais vendre cette paire de souliers à 1 milliard de personnes dans un marché très, très saturé. Mais ah oui, mais c'est mon brand, c'est ma marque, alors les gens vont l'aimer. Je pense qu'il y a un temps aussi pour pouvoir plier bagage et se dire, OK, est-ce que j'ai une idée qui serait meilleure que ça?
Est-ce que je peux adapter cette idée? Peut-être. Mais certains restent pris dans leurs idées préconçues, ils sont fermés d'esprit, et je pense qu'ils sont voués à l'échec dans ce cas-là. Ça me rappelle une histoire avec justement Tank, où ils avaient refusé un gars qui a réussi par la suite, mais c'est une exception. Parce qu'il y a un effet qui se passe, en fait, c'est quand ils passent à la télé, il y a l'effet Shark Tank, où derrière, les gens les ont vus à la télé, et du coup, ils veulent acheter. Donc ça, c'est un effet auquel ils n'avaient pas pensé. C'est que peut-être le produit sans ça n'aurait pas fonctionné, mais grâce à ça, en tout cas, il a décollé et il a fonctionné après. Donc ça, c'est drôle. Oui, bon point. Tout à fait. Quoi d'autre ici? Il disait... Ah oui, je sais que tu as une opinion différente sur le courage, mais selon Robert, ce que lui disait, c'est Oui, que on a parlé, d'accepter la j'ai peur. remarqué, j'ai Oui, pensé oui, à toi, oui, oui. comme on avait déjà On a parlé. parlé de ça dans mon épisode. Accepter la peur et de trouver le courage, d'avoir le pouvoir de faire les choses en présence de la peur et de les faire de la bonne façon. Je pense que c'est une des qualités qui est présente dans plusieurs, sinon tous les hommes et les femmes qui ont du succès dans le monde. Parce que si tu leur poses la question, ok, disons, je sais pas, Jean, ou peu importe, Peter, ou peu importe le nom de la personne, est-ce que tu avais peur avant de faire ça? Grant est un bon exemple de ça. Il dit souvent, j'ai peur encore parfois de faire des présentations live quand il est sur le stage, quand il est sur la scène. Alors, si tu leur poses la question, est-ce que vous avez peur de faire ça? Ils vont dire oui. Ils trouvent le courage de faire la chose en faisant la chose. Et des fois, les gens sont un petit peu obsédés avec ces idées. Oh, be fearless, soyez sans peur. Mais les gens qui sont vraiment sans peur, habituellement, c'est un C'est dangereux, problème oui. psychologique. C'est dangereux. C'est Oui, soit c'est ça. psychopathe, sociopathe. Et je ne vais pas entrer dans les profondeurs de la santé mentale, mais je pense que l'industrie de la croissance personnelle a été très, très forte sur le be fearless, soyez sans peur, soyez sans crainte, sans réaliser que la peur est absolument humaine. Mais c'est comment tu réagis face à la peur, comment tu peux t'adapter dans une situation qui ne requiert pas le fight or flight, le sentiment de survie, de se battre ou de s'enfuir, parce que c'est seulement le cerveau, l'amygdale dans le cerveau, le contrôle de la peur qui est en alerte comme ça, mais que finalement c'est une chose du 21e siècle qui est basée sur un ordinateur et qui a aucune chance que tu te fasses dévorer par un animal préhistorique ou peu importe. Donc, oui. J'y réfléchissais à ça parce que on entend pour parler des bêtes préhistoriques qui nous bouffaient à longueur de journée si on écoute tout le monde. Je pense que le plus grand danger à l'époque, c'était les autres humains des autres clans, des autres tribus qui venaient nous taper dessus pour prendre la nourriture. Ouais. Plus que le tigre au sabre, comme ils utilisent souvent en exemple. Exemple classique, oui. Le tigre au sabre, oui. Je pense que le vrai danger, c'était nous-mêmes, enfin les autres des autres tribus. Oui. Et une autre citation que j'ai aimée qui disait, et peut-être que là tu peux m'aider avec la traduction, mais de jamais abandonner tes rêves, mais de toujours garder, to always hold on to your sanity, de toujours garder L'Esprit Saint. l'esprit sain, donc que ta santé mentale ne doit pas être affectée par tes buts. Alors, si tu as des buts tellement grandioses, mais que tu tombes dans la démesure où ça devient idiot ou dangereux ou mégalomane de les faire, ta santé Il mentale citait est un plus exemple. importante que ça. Est-ce que c'était un exemple? J'ai oublié, désolé Sébastien, mais j'avais écrit cette phrase et ça m'avait marqué parce que je pense qu'il y a des gens qui Moi, elle m'a pas marqué. Soit qui sont trop pessimistes, et des gens qui vont avoir aucun but, qui vont penser que rien n'est possible et que la vie c'est terrible et qu'ils sont des victimes. Et peut-être des gens qui sont dans l'ego démesuré. Et il parle aussi de l'ego dans ce livre, que l'ego est bon jusqu'à un certain point pour le marketing, pour avoir confiance en soi, pour vouloir être ambitieux et de réussir. Mais si ton ego frôle l'arrogance, c'est là que les gens arrêtent de connecter avec toi. C'est là que tu deviens qui est ce mec ou qui est cette fille? Pourquoi ils sont comme ça? Et les chances de vente sont amoindries. Si c'est pas du divertissement et de l'humour, évidemment, ça peut passer, mais on parle d'une vraie relation, une vraie connexion de vente dans le monde réel, pas dans une parodie. Oui. Tout à fait.
Pour rester sur la vente et les exemples qu'il donnait, il parlait d'un exemple connu, c'est dans le film Le Loup de Wall Street, avec Leonardo DiCaprio, où il disait vends-moi ce stylo. Alors on va en parler là, mais ça va pas être parmi les gens qui écoutent, là, ça va pas être une nouveauté, mais il y en a pour beaucoup, ça va être quelque chose de nouveau tout de même. C'est pour ça que je voudrais en parler. Et que ça reste quand même une base de vente. Donc dans le film, il dit vends-moi ce stylo, ce crayon. Et donc il est un auditoire, je crois qu'il est en train de faire une démonstration, donc il est public speaker à ce moment-là. Et donc il demande à un type de lui vendre ce stylo. Et le gars, il commence à lui décrire les différentes caractéristiques du stylo, pourquoi il a plein d'encre, c'est un stylo qui écrit tu peux rentrer la mine comme ça sèche pas, je sais pas. Mais il reste focalisé sur ça. Donc il prend le stylo, il le donne à une autre personne, et les autres personnes, toujours, quand elles trouvent quelque chose à dire, ça va être sur les caractéristiques. Et ça me faisait penser, et il citait aussi que souvent dans la vente, justement, on utilise souvent cette technique-là du stylo. On demande à quelqu'un, pour voir si c'est vendre, vends-moi ce stylo. Ou on utilise aussi vends-moi ce verre d'eau. Et c'est pas ça qui fait vendre en fait. Donc, donc comme je disais, c'est pas quelque chose de nouveau que vous allez apprendre forcément, mais c'est caractéristiques, avantages et bénéfices d'un produit. Ce qui va faire vendre le produit, c'est les bénéfices. Et dans son bouquin, il prend un exemple très simple. Alors, en fait, c'est quelque chose de pas très simple, parce que j'en avais fait un post sur LinkedIn en disant quand tu écoutes quelqu'un expliquer ce que c'est les caractéristiques, avantages et bénéfices, tu as toujours des exemples différents, et tu sens bien que les gens, ils ont toujours une explication un peu bancale. Et dans le bouquin, c'était assez bien expliqué, j'ai trouvé que ça rentrait bien. Donc, il disait les caractéristiques, d'un côté, c'est les qualités, en fait, de ton produit. Tu es obligé de connaître ça déjà. Ensuite, les avantages, c'est ce qui va faire le lien entre les qualités et les bénéfices. Et on va donner un exemple après. Et enfin, les bénéfices, c'est qu'est-ce qui est propre à la personne en face. Donc, ça dépend de chaque individu. Qu'est-ce qui va lui faire acheter l'objet en question. Donc, dedans, on va déterminer si c'est un besoin ou une envie, mais on va quand même devoir creuser dedans pour savoir quel est le point qui va faire basculer l'achat. Et donc, l'exemple qu'il donnait, c'était avec l'iPod, je crois, à l'époque où venait de sortir. Donc, l'iPod, les caractéristiques, c'est tu peux mettre plein de musique sur ton iPod à un seul endroit. Alors, pour pas dire de bêtises, attends, je vais m'afficher l'exemple sous les yeux, si je le retrouve. Tu as une bonne mémoire, parce que même moi, j'aurais pensé à ce passage tout à l'heure et je me disais, est-ce que je pourrais expliquer les caractéristiques, avantages et bénéfices? Je suis content que tu en parles, mais c'était une chose un peu difficile à se rappeler par cœur, donc n'hésite pas à consulter. Alors, donc voilà, c'était ça. Donc, dans son exemple, l'Apple iPod, donc ça stocke des milliers de chansons dans une petite boîte pour un accès quasi instantané. Donc ça, c'était la caractéristique. Donc, c'est ses qualités. Donc, l'avantage, c'est le propriétaire de l'iPod a toujours sa bibliothèque à portée de main. Donc là, on dit à quoi ça sert d'avoir des milliers de chansons, en fait, dans la petite... Et les bénéfices, c'est de sorte que le propriétaire puisse écouter n'importe quelle musique, n'importe où, à n'importe quel moment. Et donc là, quand tu as dit ça, ça tape, tu as certainement répondu à un problème. Oui. Et ça comme peut il presque disait, devenir un slogan, oui, parce que oui, le bénéfice est très accrocheur. très fort. Oui, très fort. Ça prend 3 points à la fois. C'est n'importe quelle musique, n'importe où, à n'importe quel moment. Ça tape dans l'espace, le temps, et aussi la convenience, comme on dit. Tu peux écouter... c'est magique, en fait. Toutes les musiques du monde, tu peux les avoir, qui te plaisent, tu les as sur toi. Mais il disait aussi que ça ne suffit pas pour vendre, justement, puisque le bénéfice répond à un problème d'une personne. Et qu'à côté de ça, si tu prends des gars qui écoutent au phonographe, tu sais, le vieux truc qu'on voit dans les films des années 1920 pour écouter un disque, eux, ça va pas les intéresser, ça. Eux, ils veulent être tranquilles chez eux, écouter toujours les mêmes disques, donc ils n'en ont pas besoin de milliers. N'importe où, ils s'en fichent parce qu'ils veulent être chez eux dans un environnement tranquille, et n'importe quand, certainement, ils écoutent toujours aux mêmes heures. Donc ça va pas être des clients. Il faudra trouver autre chose pour leur vendre ça. Bonne chance. Mais oui. J'aimerais connecter avec ce que tu dis, Sébastien. Il parlait du facteur émotionnel dans la vente, parce que certains aspects sont évidemment logiques, mais l'aspect émotionnel, il disait, tu dois connaître comment le facteur émotionnel va déclencher la vente.
Et on a des exemples nombreux. Je suis certain que tu connais des gens autour de toi ou même toi-même qui avaient un budget quelconque et qui sont tombés en amour avec un produit quelconque. Et comme, oh my God, je veux cette machine à café, par exemple, et elle est $500 de plus que je voulais dépenser, mais je ne peux m'en passer. Alors, on a joué avec l'émotion ici. Et bon, que ce soit vu comme manipulation ou non, si la personne le ressent elle-même et que j'ai pas poussé la personne à ressentir ça, est-ce que c'est une manipulation? Ce que je veux dire ici, c'est que les êtres humains sont des êtres émotionnels. Oui, on a raison et logique, mais au final, Alors, oui, vas-y. c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, parce qu'on entend souvent parler de manipulation, et je pense qu'on confond. Les gens trouvent qu'il y a manipulation, c'est quand ils entendent que la personne en face fait les choses consciemment. Le vendeur, il a conscience de ce qu'il fait. Mais il y a plein de gens qui font naturellement, enfin, à force d'habitude, qui font la chose sans en être conscient. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la manipulation peut être consciente ou pas, et que la vente peut être consciente ou pas. C'est pas forcément la manipulation. Et si on va du côté de la manipulation, un échange entre deux êtres humains, c'est faire accepter son point de vue à l'autre. Si on va parler, en fait, tout est manipulation. Et du coup, c'est vraiment, ça pourrait être un sujet philosophique, en fait. Qu'est-ce que la manipulation? Podcast philo 2022, en 2023 peut-être, on verra pour ça. Mais oui, alors. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais préciser ici, c'est que les gens qui basent leur décision finale sur les émotions, ça va être quand même, il va y avoir un bon pourcentage de tes ventes ou de vos ventes, les gens qui écoutent, qui vont être basés sur un dernier, ah oui, je sens que c'est la bonne chose, j'ai une bonne intuition sur ça, ou j'ai prié et Dieu m'a dit que c'était la meilleure chose pour moi. Et là, je veux rien enlever à ceux qui sont croyants et je respecte ça. Et c'est possible que ce soit vraiment Dieu qui leur a dit d'acheter ce produit. Mais il y a aussi un aspect logique. Et si la personne dit j'avais seulement $500 à mettre sur le produit et finalement j'ai dépensé $800, il faut juste vivre avec et accepter qu'on a dépensé $300 de plus que voulu sur un objet. Alors, juste petit point, émotion, logique. Soyez conscient de vos choix. Et autant en tant que client qu'en tant que vendeur. D'observer ce phénomène. C'est ce qu'il dit. On l'entend dans plein d'endroits différents, que ce soit au niveau scientifique ou dans la vente. Effectivement, c'est les émotions qui vendent et on justifie par la logique. Et par l'expérience, moi, je me rends compte qu'en fait, la logique n'a pas besoin d'être sound, comme on dit en anglais, elle peut être bancale, ta logique, pour justifier. Le cerveau, il s'en satisfait. C'est l'émotion qui t'aura pas de dire à quelqu'un, mais c'est n'importe quoi, pourquoi t'as acheté ça? C'est pas logique, regarde. T'auras beau lui démontrer, s'il a décidé qu'il avait acheté, il s'en fiche que la logique soit pas bonne. C'est justifié par la logique. Ils vont justifier, exactement. Ils vont justifier eux-mêmes. Sébastien, lorsqu'il y avait la catégorie, je pense qu'ici, même s'il y a une partie qui n'est pas pertinente pour l'audience exactement, mais les 5 étapes lorsque tu appliques pour un job, mais qui sont comme une campagne publicitaire, si on enlève le côté plus appliqué pour un job, mais on se concentre sur les 5 étapes de la campagne publicitaire, ça, je trouvais que c'était une partie très intéressante. Oui. Donc, je vais dire les 5 étapes, puis on pourra aller en plus en profondeur, si tu es d'accord. Avant que tu commences et avant que tu rentres en profondeur, je me suis dit en lisant ça, effectivement, bon, ça a peu d'intérêt pour moi, et je me suis dit, mais attends, en fait, on pourrait très bien utiliser ça comme technique pour vendre, en fait. Enfin, la même approche, en fait. Donc, je te laisse la présenter. Oui, je pense que c'est tout à fait ça. C'est là où je veux en venir, c'est que oui, pour la vente, mais aussi les gens qui nous écoutent, qui sont en lancement d'entreprise et qui veulent atteindre des grands niveaux, les 5 étapes que je vais mentionner maintenant sont, selon Robert, très importantes, autant en tant qu'employé qu'en tant qu'agence marketing ou autre. Alors, étape numéro 1, définir son audience cible. Et je suis un grand partisan de cette règle, très, très de base peut-être, mais que des fois les gens oublient. Et je vais donner mon exemple personnel pour ça qui est très, très pertinent. Avant, je me décrivais comme un coach de vie, life coach, très, très générique, très, très vague. Et je me suis dit à un certain moment donné, il y a peut-être 6 mois, OK, est-ce que je peux vraiment aller sur Internet et me marketer en tant que juste life coach? Ou ça va être très difficile? Et je me suis rendu compte que ça allait être très, très difficile parce que c'est trop, je vais vous aider à faire ceci, faire cela. Alors,
j'ai travaillé avec un coach de business moi-même pour me dire comment on peut raffiner cette audience cible, quelles sont mes vraies forces et mes faiblesses, comment je peux maximiser mes forces, qu'est-ce que j'ai le plus d'habileté naturelle à faire. Et on a découvert que les gens que je peux servir, aider davantage, sont les professionnels qui veulent transitionner d'employé à entrepreneur. Et là, on parle de ce podcast qui est tout à fait logique. Mais ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas jamais aider les autres personnes autour de toi qui n'ont pas le client type. Seulement si tu sais comment te mettre sur le marché avec cette proposition, avec cette audience et ton message est ciblé, tu vas attirer non seulement les clients idéaux, mais aussi des références d'autres gens qui, j'ai entendu parler de toi, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et là, c'est ton rôle de les qualifier avec les bonnes questions pour découvrir, OK, est-ce que je peux travailler avec eux? Est-ce qu'ils vont demander plus de temps et d'énergie que je voudrais? Mais si tu te rends compte qu'il y a un bon match et que ce n'est pas le client idéal en termes de niche market, de marché cible, bon, c'est quand même un client supplémentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait d'accord. Ouais. Enfin, comme on dit, si tu essaies de parler à tout le monde, tu parles à personne. J'espère qu'on t'apporte de la valeur. Alors, avant de continuer, laisse un commentaire, parce que ce podcast, c'est aussi le tien. Dis-moi ce qui t'a plu, quel sujet tu veux voir approfondir, quel invité tu voudrais voir, quel sujet tu veux voir abordé dans un prochain épisode. Je lis tous les commentaires. Alors, ta voix sera entendue. Et n'oublie pas, ce podcast, c'est aussi le tien. Enfin, comme on dit, si tu essaies de parler à tout le monde, tu parles à personne, parce qu'en face, Exactement. la personne Exactement. se sent pas, elle n'a pas l'impression que tu lui parles en fait. Mhm. Et c'est ça qui fait que ça va marcher en fait. Quand t'as pas l'impression qu'on te parle, tu reçois pas le message en fait. Sauf si tu es en recherche active, mais tu n'iras pas choper les clients qui sont en recherche en fait. Exactement. Qui mène Comme au on numéro dit, et quand tu es vraiment ciblé, en fait, la personne doit se dire mais c'est de moi qui parle, il connaît mon histoire, c'est pas possible. Et là, tu as bien réussi ton ciblage quand t'en es là. Et ça l'amène donc au numéro 2 qui est de créer votre proposition de vente unique. Donc en anglais, on dit Unique Selling Proposition, USP, mais en français, ton proposition de vente unique. Et ça aussi, pourquoi c'est important, c'est que, OK, disons que ton audience cible, elle est claire, ton marché cible, il est clair, il est déterminé, tu as écrit noir sur blanc. Comment maintenant tu te démarques des gens qui ont le même marché que toi? Comment toi, tu vas être unique? Et on a parlé de ça tout à l'heure, mais pourquoi Sébastien, pourquoi Anthony, pourquoi on est unique dans ce qu'on fait? Est-ce que j'ai pu l'expliquer en quelques mots, en 6 mots, 10 mots, 12 mots, le plus simple possible et le plus clair pour qu'une femme de 90 ans mon arrière-grand-mère pourrait m'écouter et me dire « Ah, je comprends ce qu'Anthony fait comme business. » Parce que des fois, les gens se perdent dans les termes très, très techniques. Et je pense surtout au niveau des technologies. Ça peut être comme « Ah, je sais toujours pas ce que tu fais, mon ami, désolé. » Et on veut éviter ça. Tu mets un message très, très précis, très clair et qui amène au numéro 3. Je fais le lien facilement. So what takeaway do you want to create? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent comme conclusion et qu'ils quittent le meeting avec toi, ils quittent la réunion et tu as laissé une impression. Et on veut laisser des émotions et des impressions plus souvent et de façon plus forte que les termes définis, les termes techniques ou logiques. Alors, impression, émotion supérieure à des juste termes définis de « Ah, c'est bon à cause de ceci ». Il faut leur faire ressentir quelque chose pour qu'ils aillent à la maison et wow, ils pensent à ton produit toute la journée, ils en parlent avec leur famille, leurs amis. Et là, ça, c'est une impression qui est marquée. Tu es d'accord? Tout à fait. Et comme on dit, ça fait la relation avec tout à l'heure, c'est les émotions qui vont faire vendre. Mais pour générer des émotions, il n'y a rien de mieux qu'une histoire. Et si tu veux faire passer un message aussi, faut pas hésiter à y aller sur les histoires. Quand tu prends un bouquin, par exemple, les parties où dans ce bouquin-là, mais c'est valable pour tous les bouquins, quand on donne des astuces techniques, quand on fait des checklists de qu'est-ce faire pour être un bon vendeur, par exemple, s'il y avait que ça dans le bouquin, ça serait très sec, comme on dit. Très sec. Et on retiendrait rien, en fait. 30-40 pages serait suffisant pour faire le livre. En plus, oui. Déjà, ça serait court, mais on retiendra rien, en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé dans certains bouquins où, au début, il y avait des histoires.
qui illustrait en fait une liste un peu technique après. Et j'avais tendance à souligner que les choses techniques. Mais s'il n'y avait pas eu l'histoire, en fait, les choses techniques ne m'auraient pas parlé et je les aurais pas retenues sans l'histoire. Et qu'en fait, Exactement. tu te dis, finalement, c'était peut-être l'histoire qui était importante et non pas la partie technique, point 1, point 2, point 3, point 4, qui était plus importante. C'était peut-être l'histoire qu'il fallait retenir. Parce que c'est pareil, ça Et, t'a fait retenir, et pour faire passer le message, il n'y a rien de mieux. et tu sais pourquoi c'est aussi bon de parler en histoire, génétiquement? Tu peux... Alors, génétiquement, non, mais on va dire, au niveau de l'humain, de l'être humain, comment on fonctionne, oui. Enfin, ils ont fait des scanners, en fait, au niveau de la tête. Et quand tu donnes des chiffres, tu as une petite zone associée aux chiffres qui s'allume, enfin, qui s'éclaire dans le scanner, mais une toute petite zone. Et quand tu as des histoires, justement, tu es relié à des émotions, on va s'imaginer vivre la scène ou voir la scène, mais du coup, c'est lié à de l'espace, au temps, enfin... Et du coup, tu as tout le cerveau, ça fait un peu feu d'artifice, en fait. Il y a plein de zones du Mhm. cerveau qui s'allument en même temps. Et du coup, bah forcément, il y a beaucoup plus de chances qu'on retienne quand on a eu un événement comme ça, très puissant, en fait, dans la tête, qui s'est passé, que juste une data qui déclenche rien, ou très peu derrière, en fait. Oui. Ce que je vais ajouter par rapport à ça, c'est que moi, au niveau plus génétique, ce que je comprends et ce que je retiens, c'était pas dans le livre, c'est juste de mes connaissances personnelles. Non, non, c'est pas... Non. Nous étions, donc à l'époque des Néandertals ou Homo sapiens primaires avant nous, donc plus au début de temps de l'homme moderne, si tu me En permets primaire, hein, un l'expression. peu. Primaire. Oui, oui, donc primitif. Tu comprends ce que je veux dire, les gens comprennent. Non, Alors, mais je dis, comment on est est-ce qu'on toujours un peu primitif. on est toujours primaire, on est toujours des singes légèrement intelligents. C'est un de mes amis disait ça, slightly intelligent monkeys. C'est vrai, on est des primates, on a des technologies, des iPhones et du Wi-Fi, mais on a encore beaucoup de choses très très similaires aux singes. Alors, à l'époque, comment les gens se partageaient les connaissances? S'ils n'avaient pas l'écriture encore, ils n'avaient pas les livres, ils n'avaient pas les technologies, c'était seulement par voie Mm. orale, c'était seulement par soit les chansons, soit les histoires, et les chefs ou les sages de chaque village, chaque tribu partageaient leurs connaissances de cette façon, à l'oral. Alors, génétiquement, et là je peux pas aller plus dans les détails de la science de ça, mais notre cerveau est conçu pour se rappeler des histoires beaucoup plus facilement. Exemple concret que les gens peuvent faire un test à la maison comme maintenant. Combien de chansons vous vous rappelez de l'école quand vous étiez petit, soit des comptines pour bébés, soit des chansons de oui, école primaire ou donc nous on dit école secondaire ou lycée en France. Et on se dit pourquoi j'ai ces chansons de 2005, 2010 ou 1999 dans mon esprit. Ça fait 15 ans que j'ai pas entendu la chanson, mais je me rappelle encore. C'est le pouvoir de la musique, des paroles, des histoires. Donc c'est sûr qu'ils sont plus mémorables que seulement oh, je viens de lire un article sur une bombe nucléaire et je sais la puissance qu'elle a générée sur une distance de 10 km. OK. Donc, juste side note, oui, petite parenthèse pour dire que finalement, on veut créer des émotions, des impressions, les histoires amènent ça et on boucle la boucle avec ça. Use a call to action lorsque vous avez terminé la présentation. Et je pense que ça s'applique aussi pour les gens qui font est-ce qu'on dit funnel en France? Funnel de vente? C'est un gros Landing problème. On dit page. tunnel souvent ou funnel. OK, Ouais, tunnel ou funnel. tunnel de vente, landing page, Même si c'est pas le bon mot, mais email, c'est ça qu'on utilise. liste d'emails, donc tous les termes anglais, email list, tout ça. Donc, tout l'art du copywriting, et qui est une chose que j'essaie d'apprendre actuellement avec un autre programme. Il parle de ça. L'appel à l'action, qui est habituellement à la fin du texte, peu importe format court ou long, l'appel à l'action vient après l'histoire ou vient après ce qui a attiré l'intrigue des gens et pourquoi ils veulent acheter de toi. Et si tu fais ça de façon très experte, ton taux de conversion, ton taux de vente ou de clic sur le lien va être beaucoup plus élevé qu'une personne qui n'a pas pris le temps de penser à une histoire qui va attirer l'attention, à un titre qui attire l'attention. Là, je m'égare un peu avec le USP, la proposition de vente unique et le copywriting, mais je pense que c'est quand même important pour les gens qui nous écoutent. Si vous êtes en début d'entreprise, passez le temps d'apprendre et de comprendre comment fonctionnent les landing pages, les tunnels de vente, parce qu'il y a beaucoup de choses
qui sont très intéressantes et qui sont pas si compliquées à apprendre, mais qui valent la peine d'être apprises pour maximiser vos ventes. Au comprendre comment ça fonctionne, même si vous le faites pas, parce que ça peut être long, Oui, mais au moins on peut le comprendre déléguer. ce qu'il y a derrière. Voilà, On peut exactement, le pour déléguer pouvoir à déléguer. un professionnel, mais oui. Et finalement, l'étape numéro 5, Sébastien, s'assurer que le produit lives up to the promise, que le produit vit, non pas vit, atteint les attentes, respecte les attentes qu'on avait ou les promesses qu'on a faites. Donc, si on promet que cette Ferrari Tiens, ses promesses, va... oui. Oui, tiens ses promesses. Désolé, les gens qui m'écoutent, veuillez m'excuser. Je suis québécois, mon cerveau est très, très bilingue et je connais le georgien aussi, donc c'est très trilingue. Et des fois, j'oublie des mots de ma langue native. Et oui, donc je suis désolé si j'ai des On te petits oublis comme pardonne. Hein. ça. Pardonnez-moi, mes chers amis. On se connaît pas, mais je sais que je veux bien paraître devant le podcast et des fois, je me sens un peu mélangé, mais c'est moi qui est vulnérable dans ce moment. Alors, s'assurer que le produit tient les promesses. Alors, en tant que vendeur, si on a promis quelque chose, donc cette Ferrari va à 280 ou 300 km/h ou plus, bon, ça ne veut pas dire d'aller essayer maintenant dans la rue pour voir si je peux le faire. Mais est-ce que j'ai la certitude que mon produit peut livrer la marchandise et peut livrer la performance? Si oui, je peux dormir en paix, je peux aller sur mon lit le soir et dormir de façon paisible. Si je sais que je dis des sottises et des choses qui ne sont pas vraies, est-ce que je peux dormir bien le soir? C'est une autre histoire. Est-ce que tu as un point à ajouter sur ça? Oui, et là on dirait, mais pourquoi j'irais mentir? Alors ça peut arriver quand tu as un vendeur, justement. C'est le cas le plus fréquent où ça pourrait arriver. Dans une entreprise, le vendeur va surpromettre des choses qu'il sait que c'est pas faisable, mais comme c'est pas lui qui s'en occupe après, il s'en fiche. C'est aux autres qui vont devoir livrer, aux techniciens, ou le service après-vente qui va devoir s'en occuper. Et lui, il s'en fiche, il a fait sa vente puisqu'il touche une commission. Et c'est ce qui était dit dans le bouquin aussi. Ça peut des fois amener, pour ça il faut rester honnête. C'est pour ça, sinon tu peux amener à mentir en fait, juste pour vendre. Il y a beaucoup d'intégrité au niveau de la personne. Alors, oui. Je raconterais bien un petit passage sur le Shark Tank où quand ils reçoivent des personnes donc, qui vont présenter leurs produits, qui vont essayer de le vendre, ils posent des questions, toujours les mêmes aux gens. En fait, c'est quoi votre marché, la taille de votre marché, c'est combien vous avez déjà vendu. Ils posent toujours les mêmes questions. Mais il y a toujours quelqu'un qui arrive, qui est incapable de répondre à ces questions-là. Et à chaque fois, ça les énerve, ça. Et ce qui se passe, généralement, ils dégagent la personne et ils disent « Ok, tu peux pas répondre, non, on peut pas investir, du coup. On sait pas si on peut faire de l'argent avec, on sait pas si c'est risqué, on peut pas investir. Donc, merci, au revoir. » Mais, de temps en temps, ils en gardent, malgré ça. Et ils disaient, en fait, c'est... qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui décident de garder et ceux qui décident de rejeter? C'est tout simplement, en fait, c'est la personne a su se vendre. Elle a su se vendre, elle, son personnage, elle a su vendre son produit aussi. Justement, elle a mis des mots communiqués, tout ça, en face. Et du coup, ils sont à l'écoute, ils veulent bien laisser une chance à la personne qui est en face. C'est pas pour ça qu'ils font affaire avec elle, mais ça laisse une chance supplémentaire quand tu sais te vendre. Et ça me faisait penser à une histoire de Culture Code dont on n'avait pas parlé pendant l'émission, qui était avec justement des entrepreneurs. C'est exactement la même chose, puisque c'est des entrepreneurs qui allaient faire un pitch pour vendre leur idée, pour avoir des investissements. Donc exactement la même situation. Et c'était une étude scientifique qui était faite avec ce qu'ils appelaient un sociomètre, quelque chose comme ça, qui regardait les réactions des gens, en fait. Ça mesurait juste comment les gens se comportaient, qu'est-ce qu'ils communiquaient. Est-ce qu'ils communiquaient de la confiance? Est-ce qu'ils avaient la voix tremblante? Est-ce qu'ils se tenaient éloignés des personnes? Comment ils se tenaient en avant, en arrière? Donc, est-ce qu'ils étaient avec la logique, avec les émotions, tout ça? Et avec leur petit appareil, ils arrivaient à prédire quels étaient les gagnants. Donc, leur appareil ne comprend pas le français, il ne comprend pas les chiffres, il ne comprend rien. Il regarde que le comportement des personnes. Et leurs appareils arrivaient à prédire à quasiment 100% qui allait être premier, qui allait être deuxième, qui allait être troisième dans les concours de pitch. Et ils avaient poussé l'expérience plus loin encore, c'est qu'ils avaient donné les dossiers qui avaient été présentés à l'oral par
la personne qui voulait chercher des investisseurs, ils avaient donné à étudier à d'autres investisseurs. Donc là, il n'y avait que des chiffres bruts, la taille du marché, quel était le potentiel, et l'ordre, il était complètement différent. Oui. L'ordre à la fin, il était complètement différent, ça n'avait plus rien à voir. Donc sur la scène, quand les gars avaient fait leur pitch, ce qui avait vendu, c'était la personnalité de la personne, c'était comment elle avait confiance en son produit, et c'est ça qui avait fait toute la différence. Et c'est ce que je disais au début, donc c'est peut-être un bon point pour boucler la boucle. Oui. Ce qui fait vendre quand on est bon, c'est avant la technique, ce qui est important, c'est l'énergie qu'on va mettre, c'est la confiance qu'on a dans notre produit. Et ce que tu disais tout à l'heure, faut que notre produit, on sache qu'il est le meilleur, vraiment, qu'on le vive en fait. Oui. Qu'on croit à ce qu'on raconte. Faut pas juste dire d'ailleurs, faut y croire aussi. Oui. Et c'est pour ça, Sébastien, je pense que c'est toujours plus facile de vendre un produit si tu es, par exemple, travailleur autonome et que tu as ton propre produit ou service, de vendre tes propres trucs que de vendre les trucs de quelqu'un d'autre. Et ça veut pas dire, évidemment, il y a des gens qui sont qui ont beaucoup de succès dans plusieurs métiers de vente et que c'est possible, mais je parle pour monsieur, madame, tout le monde qui a peut-être pas ce désir ardent d'être vendeur ou vendeuse dans 5 compagnies et d'être superstar. Commencez par juste comprendre, apprécier ce que vous avez à offrir naturellement, authentiquement, de passer les minutes qu'il faut, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et de le répéter, comme tu as dit, soit à chaque jour ou à chaque semaine, avant les appels de vente. Pourquoi je suis le meilleur? Et pas d'une façon, encore une fois, arrogante, de façon, je sais ce que j'ai à offrir à mon client, et à cause de ça, j'arrive dans l'appel de vente et je suis confiant, je suis calme, je suis posé, j'écoute, et je sais que peu importe que la vente ce soit positif ou négatif, je vais apprendre de l'expérience et la vie va continuer. Je ne vais pas prendre les choses personnelles. Si la personne ne prend pas une décision aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que je suis une mauvaise personne ou que j'ai échoué? Non. Comment je peux prendre cette expérience et l'améliorer pour la prochaine fois? La vie est une université sans fin. Je pense que c'est une école de vie infinie. Alors, profitez de chaque moment pour apprendre. Soyez humble sans juger votre ego. Votre ego est important pour la vente jusqu'à un certain point, mais restez à l'écoute. Soyez des élèves de la vie et amusez-vous dans le processus. Ça, c'est mon mot de la fin. Ouais. Et je conclurai, moi, de mon côté, sur le bouquin. Donc, ça parle de la vente au sens large, général. Donc, pour la vente, pour vendre, pour votre business, aussi pour vendre à vos employés, pour la vie de tous les jours. Donc ça, c'est un côté technique, on va dire, mais il y a aussi plein d'histoires à l'intérieur. Si vous êtes intéressé par qui veut être mon associé ou l'équivalent, donc Shark Tank, vous trouverez plein de détails de comment ça fonctionne, justement, comment ils enregistrent les épisodes, pourquoi ils sont énervés des fois et pas d'autres. Tout ça, c'est raconté à l'intérieur. C'est un peu aussi danse avec ça. Donc si vous êtes fan de télé, ça va vous plaire. Et juste dernier mot pour ça. Mon appréciation générale du livre, on a parlé avant l'enregistrement, Sébastien, mais là, on a extrait beaucoup de valeur en 1h10 de podcast. Mais pendant la lecture, toi et moi, on est d'accord qu'il y avait des passages qui étaient un peu, je dirais, pas superflus, mais un peu général, un peu vague, ou des choses qu'on savait déjà. Et pas toujours un fil conducteur comme avec notre dernier livre, Culture Code, qui était beaucoup plus structuré. Alors les gens, si vous achetez le livre, soyez juste conscient que le livre est un peu, je dirais, il va dans plusieurs directions. Les chapitres sont peut-être pas toujours très congruents. Et j'ai trouvé ça, donc ça n'empêche pas qu'on peut lire le livre, mais juste soyez prêts que c'est pas, un sujet, et je vais savoir que sur ça. Il y a plusieurs histoires, Voilà. Il parle aussi pour les employés pour demander une promotion, pour décrocher un job, ce qui n'est pas notre priorité aujourd'hui avec le podcast, mais c'est dans le livre aussi. Ouais, merci pour ce mot de la fin. Je te remercie beaucoup. C'était un vrai plaisir. Et la prochaine fois, alors. Oui, on se dit dans un mois pour un autre livre. Voilà, c'est parfait. Maintenant, tu as toutes les clés en main pour réussir à vendre, réussir dans ton business sans écraser ton prochain. Elle est pas belle la vie. Et maintenant que tu sais faire ça, c'est bien de savoir aussi où est-ce que tu vas avancer. Et dans le prochain épisode, on va parler de penser 10 fois plus grand et aller 10 fois plus loin, 10 fois plus vite. Ce qui est la seule différence entre le succès et l'échec. Et pour ça, on va parler d'un livre de Grant Cardone, le livre qui s'appelle 10X, qui est un succès aux États-Unis depuis quelques années. Et tout de suite, un petit extrait. On veut avoir des nouveaux problèmes. Tu fonces, tu vas d'abord dans l'action et tu vois après comment tu règles les problèmes.
Si tu ne crées pas Ouais. de problème, c'est que tu vas pas assez vite en fait. Les idées sont cheap, sont bon marché, mais l'exécution, c'est ça qui vaut vraiment son pesant d'or. On peut entrer dans les 4 niveaux d'action qui sont l'inactivité, les gens qui vont en reculons, le niveau normal d'activité et le niveau 10x, le niveau infini d'action ou action perpétuelle. Les 4 plus grandes erreurs qu'on fait quand on n'arrive pas à atteindre un objectif. Définir un objectif trop bas. Ensuite, deuxièmement, grandement sous-estimer l'argent, le temps, les ressources et l'énergie qu'il faut mettre quand on cherche à atteindre notre objectif, justement. Troisièmement, passer trop de temps à lutter contre la concurrence, au lieu d'aller dominer le marché. Et dernièrement, quatrièmement, grandement sous-estimer tous les obstacles qu'il y a sur le chemin. Si on connaissait tous les obstacles qui nous attendaient, certainement on n'irait pas en fait. Abonne-toi.